Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence des Midis numériques du collectif SI médico-social PACA. Voilà, donc aujourd'hui, nous terminons le cycle sur l'identito-vigilance avec Manuela. Donc, quelques rappels assez classiques sur des bonnes pratiques dans le cadre du webinaire. Donc, par défaut, vos micros et caméras sont coupés. N'hésitez pas à utiliser soit l'onglet questions, soit l'onglet chat pour interagir avec nous et nous poser vos questions. Nous serons vigilants et nous lirons attentivement vos remarques pour les partager avec tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, vous commencez à nous connaître. Donc, c'est Manuela qui va nous parler de l'identification secondaire. Donc, ça va nous permettre de terminer notre cycle sur l'identito-vigilance. Et puis, nous sommes présents, Philippe Passy et moi-même, pour répondre éventuellement et compléter l'information qui vous sera donnée. Voilà, donc... simplement, donc, je vais laisser peut-être Manuela, du coup, prendre la main pour présenter la partie identification secondaire et pas primaire aujourd'hui. Donc, merci Nadège, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Donc, effectivement, comme l'a dit Nadège, cette présentation clôturera le cycle Identito-Vigilance. Mais si vous souhaitez en savoir plus pour l'identito-vigilance, rien ne vous empêchera de vous inscrire à des webinaires spécifiques Identito qui seront organisés en 2022. On pourra communiquer les dates prochainement. Voilà. Donc, pour mémoire, pourquoi on s'intéresse à l'identito-vigilance? Tout simplement parce qu'il y a l'identité nationale de santé qui arrive. Cette identité nationale de santé, elle est encadrée d'un corpus documentaire important et elle porte finalement, c'est grâce à elle qu'on l'a eu, le premier texte opposable en identito-vigilance, qui est le référentiel national d'identito-vigilance, qu'on appelle RNIV. Le médico-social est concerné par deux volets de ce RNIV, les principes qui sont communs à tous et opposables à tous, donc le volet 1, et le volet 3 qui décrit la mise en œuvre dans les structures non hospitalières. Donc, structures non hospitalières, c'est le monde médico-social, mais pas que, les laboratoires de biologie médicale, les cabinets de radiologie, par exemple, voire peut-être les grosses pharmacies. Donc, ce RNIV, son périmètre, balaye tout le champ de la thématique identito-vigilance. On a parlé de gouvernance, on a parlé d'INS, qu'est-ce que c'était et comment mettre en œuvre ce projet INS. La semaine dernière, nous avons abordé les bonnes pratiques d'identification primaire et pour terminer, on va traiter des bonnes pratiques d'identification secondaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne les moyens et l'organisation mis en place pour s'assurer alors que le bon soin ou le bon accompagnement en médico-social est délivré aux bons usagers. Voilà. Alors, dans le médico-social, souvent, hormis les EHPAD, éventuellement, on nous dit « mais non, nous, ça ne nous concerne pas parce que les usagers, il n'y en a pas beaucoup, c'est souvent les mêmes, on ne fait pas de soins. » Oui, c'est vrai tout ça. Mais si les usagers sont peu nombreux, par contre, les professionnels peuvent varier, changer plus rapidement, ne serait-ce que par le recours à l'intérim, les remplacements, les absences. Vous êtes concerné parce que quand on creuse un peu et qu'on échange en allant un peu dans le détail avec des professionnels du médico-social, on s'aperçoit que des erreurs, il y en a. Alors évidemment, plus dans le champ personnes âgées, vous voyez, je vous ai mis sur la droite les résultats d'une thèse qui a été conduite sur 214 dossiers il y a 3 ou 4 ans à Marseille, par le centre antipoison de Marseille. Et les erreurs, elles étaient finalement assez fréquentes. C'était certes quasiment tout le temps des erreurs médicamenteuses, mais qui pouvaient avoir des conséquences graves. Et en règle générale, c'était des erreurs humaines, ont donné le médicament aux mauvais usagers, aux mauvais résidents. On peut, alors évidemment, il y a beaucoup de structures qui ne délivrent pas de médicaments, qui n'administrent pas de médicaments. Maintenant, elles envoient des courriers
Hein, si on prend le champ de l'enfance, on envoie des courriers à des parents pour faire le point sur les enfants. On va accompagner peut-être les usagers dans des activités ou à des consultations ou des choses comme ça. Et là, eh ben, il y a quand même un risque d'erreur. Voilà. Là, juste, alors effectivement, c'est un peu sanitaire, mais c'est un cas réel qui s'est passé en 2019 à Marseille et je vous parlais des interfaces, je vous parlais des transports. Voilà une illustration. Une dame qui est très âgée, qui n'est pas communicante, tombe en EHPAD. Elle arrive aux urgences, amenée par les pompiers. Elle a un dossier avec elle. Donc, comme elle n'est pas communicante, en plus elle a un fracas de la face, et ben on enregistre l'identité aux urgences en se basant sur les éléments du dossier. Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive au secrétariat et qui dit ma mère vient d'être admise en urgence, je voudrais bien voir ma mère, etc. L'EHPAD m'a téléphoné. Donc, la secrétaire demande quelle est l'identité de la maman. Le fils décline et la maman, elle n'est pas connue à l'hôpital. Et la secrétaire, elle se dit, mais il n'y a pas longtemps, il y a une personne âgée qui m'a été amenée d'une EHPAD, on ne sait jamais. Et donc, elle dit au fils, mais est-ce que là, cette dame-là, ce n'est pas votre maman? C'était sa maman, sauf que le dossier, c'était celui d'une autre résidente. Du coup, vous imaginez tout de suite les conséquences. Hein. Cette dame est par exemple passée au bloc opératoire. Quand on est âgé, quand on passe au bloc, il y a un risque, hein, forcément. Elle aurait pu passer au bloc opératoire sous le nom d'une autre personne. Bon, voilà pour le petit rétex. Dans les documents que le RNIV vous impose de formaliser, il y a également une procédure importante qui traite d'identification secondaire de l'usager. Et enfin, dans les indicateurs qu'il est fortement conseillé de suivre, il y a à minima le taux de signalement d'événements indésirables qui sont relatifs à l'identification secondaire des usagers. Alors, vous n'en aurez probablement pas beaucoup, mais peut-être que quand vous les chercherez, que quand vous sensibiliserez vos professionnels à les dépister en disant tout est important à déclarer, parce que souvent on ne déclare pas parce qu'on se dit j'ai rattrapé l'erreur. Oui, mais on aurait pu ne pas la rattraper. Peut-être que finalement, vous trouverez beaucoup plus d'anomalies que ce à quoi vous pensez aujourd'hui. À l'hôpital, il y a 15 ans, quand on demandait à un professionnel est-ce que l'identité est importante? Est-ce qu'il y a des anomalies liées à l'identité dans l'établissement? Tout le monde répondait non. 10 ans après, forcément, avec des actions de culture, qualité, sécurité des soins, avec l'organisation, la montée en maturité, les erreurs, on les trouve, il y en a, elles sont fréquentes, évidemment, elles ne sont pas toujours graves, et heureusement, mais on en trouve. Voilà pour ce petit préambule. Alors finalement, l'identification secondaire, la première question qu'on se pose, c'est comment je vais identifier un usager? Alors, on dit il faut utiliser des questions ouvertes. Quel est votre nom? Quel est votre prénom? Quelle est votre date de naissance? Ça, c'est les 3 questions qu'on doit poser à minima à l'usager. Évidemment, si on prend le cas d'un centre d'hébergement, les usagers, on les connaît. Quand le professionnel les connaît, c'est compliqué de lui poser chaque jour ou 3 fois dans la journée, quel est votre nom, quel est votre prénom, quelle est votre date de naissance. Par contre, ça sera très utile quand vous aurez un personnel intérimaire ou un nouvel arrivant, un personnel qui ne connaîtra pas encore les résidents ou les usagers. Donc ça, c'est une pratique quand même à mettre en œuvre pour les personnels permanents et pour les foyers, les centres d'hébergement, on peut utiliser d'autres moyens de vérifier une identité. C'est ce qu'on appelle des dispositifs d'identification. Et quand on doit accompagner l'usager, voire lui faire un soin, lui donner des éléments, ne serait-ce qu'un repas, hein, on va le voir, il faut toujours pouvoir disposer d'un support. Alors, le support, ça peut être le DUI, hein, tout simplement, avec une tablette ou un ordinateur portable, ou ça peut être un support écrit, des étiquettes, un dossier papier, etc., pour pouvoir, si on a un doute, vérifier la cohérence des informations d'identité avec ce support.
Alors, les dispositifs d'identification, il y en a tout un certain nombre. Il y a probablement des choses qui vont se développer à l'avenir. Évidemment, il y a le bracelet d'identification qu'on connaît tous, qui n'est pas toujours utilisable chez des résidents. Évidemment, si vous avez un résident dément, par exemple, ou non communicant, bah, vous n'aurez pas obligatoirement le choix. Mais c'est vrai que si je prends l'exemple d'un EHPAD, un résident tout à fait cohérent, lucide, il n'a pas envie d'avoir un bracelet d'identification tout le temps pour finir sa vie. Donc, il y a d'autres solutions qui peuvent être utilisées, des photographies qui sont dans le dossier, par exemple, des photos sur la fiche identité, des photographies qui sont sur un trombinoscope, par exemple, et qu'on peut remettre au nouvel arrivant qui vient en disant, ben voilà, pour t'aider dans la tournée de médicaments dans l'EHPAD, voilà, là tu as la liste avec l'identité du résident et la photo à côté. Évidemment, ces photos, on ne peut pas les utiliser n'importe comment, hein. Il faut que l'usager soit d'accord, qu'il ait signé un droit à l'image. Et également, il faut penser à les renouveler régulièrement, tous les 6 mois, ça paraît une bonne périodicité. Pourquoi? Parce que si on s'adresse à des enfants, il n'y a rien qui change plus vite qu'un enfant parce que ça grandit. Et si on s'adresse à une personne âgée, avec la maladie, le vieillissement, les physionomies peuvent beaucoup s'altérer en peu de temps. Après, il y a d'autres moyens, évidemment, mettre un pictogramme sur la porte des résidents, mettre le nom sur les portes. Et pourquoi donc ce dispositif d'identification? C'est vraiment assurer la sécurité, s'assurer que tout personnel, y compris le nouvel arrivant, aura les moyens d'identifier de façon fiable un usager au moment de lui faire un soin. Je voulais faire un focus, alors je suis désolée, ça ne concernera pas obligatoirement tout le monde, mais je voulais faire un focus sur quelques exemples de prise en charge en EHPAD qui sont pour moi les plus à risque sur l'identification secondaire. Donc la prescription et la prise en charge médicamenteuse, ça ne concerne évidemment pas tout le secteur médico-social. Ce qui est super important, c'est de s'assurer que tous les piluliers et les préparations injectables, hein, si on en a, ça arrive hein, en EHPAD, soient bien identifiés avec à minima le nom de naissance, éventuellement le nom utilisé, le prénom, la date de naissance et le sexe. Et au moment de l'administration du médicament, même si on connaît l'usager, on a la photo, bien s'assurer que sur le pilulier ou sur la préparation, c'est bien le même nom et ça concerne bien le même usager. Sur la prise, ce qu'il faut toujours, c'est donner le médicament en main propre et s'assurer de la prise. On ne pose pas le médicament sur une table parce que l'usager se met toujours à cette table-là dans la salle à manger, par exemple. Non, parce qu'un jour, peut-être qu'il a envie de changer, peut-être que machinalement, quelqu'un d'autre prendra les médicaments. Et donc, un médicament, ça se donne en main propre. Pour le repas, on a toujours l'impression que le repas, ce n'est pas quelque chose d'important. Si, le repas, c'est super important et c'est vraiment à considérer comme un soin. Pourquoi? Parce que les régimes peuvent être différents en termes de texture, en termes de calories. Il y a des usagers allergiques. Alors là, quel que soit le type de structure médico-sociale, et évidemment, il faut bien s'assurer que les usagers ont le repas qui leur convient. Donc, si on a des places attribuées, est-ce qu'il y a des EHPAD qui l'ont fait, par exemple, mettre une petite photo et l'usager se place devant sa photo et du coup, le soignant, le professionnel qui vient distribuer le repas va s'assurer de mettre le bon repas au bon endroit. Si ce sont des plateaux, à ce moment-là, il faut vérifier. Il y a souvent des fiches régime sur les plateaux. On peut vérifier là-dessus. Alors, je voulais faire un tout petit focus sur les prélèvements biologiques. Alors, vous allez me dire, les prélèvements biologiques, ça ne nous concerne pas du tout. Mais moi, je pense que ça vous concerne parce que je suppose que depuis ces 2 dernières années, avec cette crise Covid, vous avez tous été amenés à faire des prélèvements de dépistage du Covid à vos usagers. Et donc, un prélèvement de dépistage du Covid, c'est un prélèvement biologique au même titre qu'une prise de sang. Et il y a des règles à respecter pour s'assurer qu'on va bien
Alors, faire le bon prélèvement au bon usager, on est d'accord. En règle générale, quand on fait du dépistage Covid, on va traiter tout le monde, on va dépister tout le monde, mais aussi étiqueter les couvillons, étiqueter le matériel de prélèvement avec l'identité du bon usager. Hein. Je me rappelle au cours d'un groupe de travail à Naples, on avait un des participants qui nous avait dit « Ah oui, mais moi je m'en suis rendu compte parce qu'un jour le labo il m'a renvoyé une identité pour un résultat de prélèvement Covid, mais pour un usager qui n'était plus là, ben, on s'était trompé d'étiquette. Et là, j'ai pris conscience de l'importance de l'identification secondaire. » Donc, il y a des règles très simples à respecter. On vérifie la concordance de l'identité entre le dossier, les étiquettes, si on en a imprimé pour coller sur les prélèvements, une fois le prélèvement réalisé. On colle toujours l'étiquette après le prélèvement et pas avant, parce que si on a identifié les tubes avant, ben, on peut inverser deux écouvillons, par exemple, si on prend le cas du Covid, et ils seront déjà étiquetés. De même, quand on étiquette, on les étiquette un à un. On ne ramène pas tout dans une salle de soins ou de travail en disant bah, « je vais mettre les étiquettes au kilomètre, j'ai tout mis dans un haricot », par exemple. Prélèvement biologique, voilà, je vous l'ai dit, étiqueté au lit du résident. Voilà. Et enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est tout ce qui est transfert ou transport d'usagers. Alors, ça concerne les EHPAD, mais je suis certaine que ça ne concerne pas que les EHPAD, ça doit concerner le champ de l'enfance et de l'adolescence et le champ de la personne handicapée, puisque vous pouvez être tout à fait amené à accompagner un de vos usagers à une consultation, par exemple, ou à une séance de kiné ou autre. Le transfert, le transport, pareil, ça doit répondre à des règles. On doit toujours s'appuyer sur un document de liaison. Alors, c'est un dossier, c'est une étiquette, c'est une lettre, c'est ce que vous voulez, mais c'est un document qui comporte l'identité de l'usager. Pour les personnes âgées, même communicantes, hein, même les non-démentes, on conseille très fortement qu'à partir du moment où la personne âgée sort de l'EHPAD pour une consultation, hein, en ville, à l'hôpital, etc., on mette un bracelet. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec les ambulanciers. Ils déposent l'usager qui doit un peu se débrouiller tout seul à l'hôpital. Des fois, ils sont un peu perdus, les personnes âgées sont un peu perdues, et c'est bien que les soignants puissent, de l'hôpital qui vont rencontrer peut-être cet usager dans un couloir, et bien, puissent l'identifier, ne serait-ce que pour l'aider, recontacter l'EHPAD, qu'on vienne la chercher, etc. Alors, ça vous paraît très nouveau tout ça, je suis sûre. Peut-être qu'aujourd'hui, ça vous paraît même inutile, ce que je vous dis, mais des erreurs, il y en a, évidemment. Si on ne les cherche pas, on ne les trouve pas, donc on pense qu'il n'y en a pas. L'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre des pratiques opérationnelles. On ne vous demande pas de faire une usine à gaz. J'ai essayé d'être assez pragmatique dans ce que je vous ai présenté. On vous accompagne, on vous aide évidemment. Nous, au niveau de la région, grâce au groupe régional d'identitovigilance en santé, le GRIV, on vous a, alors on a un certain nombre de documents qu'on a mis sur notre site internet et qu'on a mis aussi dans l'espace collaboratif GRIV de l'Agora Social Club, des fiches pratiques, des supports de formation du personnel. On propose également des webinaires spécifiques de formation à l'identification secondaire pour le médico-social. On en propose aussi en identification primaire. On vous communiquera les dates soit d'ici la fin de la semaine, soit tout début janvier. En fait, on attend juste la mise en forme de notre catalogue de formation par le service de communication. Et l'ANAP, au niveau national, vous aide aussi, enfin en tout cas va vous aider, puisqu'elle est en cours de production de tout un kit d'identitovigilance à l'usage du médico-social, des fiches métiers, des fiches thématiques, et vous voyez qu'il y a une fiche thématique sur l'identification secondaire, et des modèles de documents. Ces fiches et ces modèles de documents sont actuellement en test dans un panel de structures médico-sociales assez large, et on devrait avoir les résultats du test au plus tard le 21 janvier. Voilà, avant de terminer, je vous rappelle que nous vous accompagnons en réalisant des webinaires, et dans le support de formation que vous aurez dès la fin du webinaire, vous trouverez toute une documentation nationale ici, alors qui traite uniquement de l'INS, mais ici régionale à gauche, le GRIV, et interrégional
par le réseau des d'identito-vigilance, et chaque lien que vous avez est un lien hypertexte et vous arriverez sur le document. Je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions maintenant que j'ai réussi à tenir le temps. En tout cas, merci beaucoup Manuela. On va attendre quelques instants pour voir si on a des questions qui apparaissent dans le chat. En tout cas, un grand merci pour l'ensemble du cycle et les 4 ou 5 séances qu'on a pu partager avec toi. Alors, on espère en tout cas que pour les participants, ça vous a donné une bonne vision de l'identito-vigilance et de ce que c'était déjà en premier lieu, et puis des différents, on a essayé de travailler, en tout cas en séparant un peu les différentes thématiques, et on espère vraiment que ça a pu répondre à vos attentes. Alors, je ne vois pas arriver de questions. C'est que tu as certainement été super clair. Après, Philippe, si tu veux bien revenir, on veut juste revenir sur... avant, on avait juste le cycle des interventions que je n'ai pas présenté juste avant. Encore, voilà. Simplement vous dire que tout à l'heure, à 13h30, on a un webinaire sur mon espace santé. Donc, voilà. Je pense que c'est intéressant aussi que vous puissiez assister, si vous avez la possibilité, à ce webinaire avec l'ANS qui va nous parler de mon espace santé. Mon espace santé, ça démarre au 1er janvier 2022, donc c'est là. Et puis voilà, pour alimenter mon espace santé d'éléments, on va devoir mobiliser aussi l'INS et les principes d'identito-vigilance. Donc voilà, tout ça, c'est un peu, ça se met en lien. N'hésitez pas à venir donc écouter nos amis de l'ANS qui vont nous présenter mon espace santé avec pour le médico-social, comment est-ce que ça va, quel sens ça peut prendre en tout cas. Voilà. Et puis vous dire aussi qu'on n'aura pas de webinaire sur cette fin décembre en fait. Les derniers webinaires sont aujourd'hui, donc à 13h30 avec mon espace santé, mais que bon, on vous attend nombreux pour poursuivre nos échanges à partir du 4 janvier, donc avec des cycles qui vont démarrer, qui vont se poursuivre sur la partie PRA-PCA le 4 janvier, et puis on va démarrer un nouveau cycle sur les métiers du SI, donc on communiquera ces éléments-là. Voilà, donc les webinaires s'arrêtent pour 15 jours. Mais voilà, on redémarre le 4 janvier, et puis une dernière date aussi à noter dans vos agendas, le 28 janvier 2022 à partir de 9h, la première journée du collectif SI, qu'on espère en présentiel, on espère qu'on pourra le faire en présentiel, mais bloquez vos agendas, le 28 janvier, c'est un vendredi. Voilà, on espère pouvoir travailler ensemble de manière un peu différente. Voilà, toujours pas de questions. Écoutez, on va supposer, en tout cas, je remercie encore Manuela pour l'ensemble des interventions. Et puis, on vous donne rendez-vous à bientôt, à 13h30, et puis après, début janvier. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et à toutes. Au revoir.